Pour introduire cette section qui est consacrée aux revues culturelles dans l'espace asiatique, j'aimerais tout d'abord parler du rôle des revues dans ma propre recherche. C'est une espèce d'un peu d'autopromotion qui, dans les dernières années, se concentre sur les études des échanges artistiques entre France et Chine dans la période entre les deux guerres. Ce sujet fait partie d'un plus grand projet d'écriture, et je ne parle pas de réécriture, mais d'écriture de l'histoire culturelle artistique de la Chine entre la fin de la dynastie impériale en 1911 et l'établissement de l'État socialiste en 1949, la période qu'on appelle comme républicaine. Donc, c'est une histoire, celle de cette période, qui n'a pas été écrite. Ce n'est pas seulement une question d'histoire de l'art, mais dans beaucoup d'autres sujets humanistes, des disciplines humanistes, surtout à cause des enjeux politiques qui sont à la base, c'est-à-dire après la montée au pouvoir des communistes, tout ce que les nationalistes, c'est-à-dire les gouvernements qui avaient qui étaient au pouvoir pendant la période dont je parle, a été pratiquement et consciemment oublié, de façon naturellement très politique. Et donc, c'est une histoire qui, surtout pour des raisons politiques, n'a pas vraiment pu être écrite. Et dans cette période, les revues, ou peut-être comme on a dit hier, les petites revues, restent une des seules sources, pour moi je trouve peut-être la seule source documentaire qui nous reste. Et comme l'a remarqué hier Anne Lafont, les revues sont donc des objets nouveaux pour écrire de nouvelles histoires. C'est surtout grâce à ces publications très éphémères qu'aujourd'hui, et qui sont toujours très difficilement repérables, qu'on peut quand même essayer de construire une histoire de l'art de cette période. La consultation des revues fréquemment soutenues ou éditées par des artistes qui ayant séjourné, ou des intellectuels ayant séjourné à l'étranger, comme en parlera aussi Jacqueline Estrand, France, Angleterre et Japon surtout. La consultation de ces revues est fondamentale, pas seulement pour les textes critiques et théoriques qu'on y trouve, mais aussi parce que... On peut changer l'écran? Non. Ah. Parce que ce sont les seuls... c'est seulement dans ces revues qu'on a encore des traces de la production artistique. Et là, j'ai une espèce de collage des images, des peintures qui n'existent plus. Et on ne peut que les étudier à travers les publications, les reproductions qui apparaissent dans ces revues. Donc, dans le cas de la Chine, je ne sais pas si c'est la même question dans d'autres pays, ce matériel, c'est le seul qui nous reste pour rétablir une histoire de la modernité artistique chinoise, qui est notamment et généralement déniée, c'est-à-dire on ne connaît même pas la présence, l'existence d'une modernité artistique. On parle de tradition, on parle d'une art de propagande du maoïsme, mais la partie qui relie ces deux périodes historiques n'est jamais considérée justement parce qu'on n'a pas les œuvres. Et finalement, pour introduire cette section plus spécifiquement, mais aussi en relation avec ce que je viens de dire, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on ne peut pas écrire cette histoire alternative si on n'a pas l'accès à ces revues. Et donc, en vient l'importance de la question des archives. Et ce n'est pas par hasard que les deux intervenantes d'aujourd'hui soient rattachées à deux des plus importantes et surtout
plus accessibles, que je connais, archives de revues asiatiques qu'il y a peut-être au monde. Dans le cas de Jacqueline Estrin, il s'agit de la bibliothèque de l'Institut franco-chinois de Lyon, une institution absolument hors norme, créée au début des années 1920, pour accueillir une nouvelle classe d'intellectuels chinois venus se former en France dans tous les domaines, avec un programme très structuré, issu d'une collaboration étroite entre France et Chine. C'est un programme qui forma à peu près 400 docteurs. La bibliothèque qu'il nous est parvenue de ce programme est une mine pour la recherche de cette période, pour écrire une histoire intellectuelle de cette période. Et pour l'autre intervenant, Chun Dai-wo, il s'agit d'un autre archive, les Asian Art Archive en Hong Kong. C'est une fondation originellement privée, mais soutenue aussi par le gouvernement d'Hong Kong, qui existe depuis une dizaine d'années et qui s'est donné le but de recueillir systématiquement documents, archives et bien entendu revues artistiques issues des pays asiatiques dans la période surtout contemporaine. Il s'agit donc d'un matériel très éphémère qui serait impossible de consulter autrement. Tout cela pour dire que dans le cas de l'espace de revue, il est très important aussi de réfléchir sur la question des archives et sur les enjeux qui règlent l'accès aux archives. Et c'est pour finir ça, je voudrais remarquer, comme j'ai entendu par dire, que depuis pas longtemps, cet accès, c'est toujours aussi une question politique. Et ce n'est pas par hasard, je pense que depuis quelques années, c'est redevenu très difficile d'accéder à ce matériel dans la Chine populaire. C'est-à-dire, c'est une période, mais même, je pense, pour la contemporaine, ça n'existe pratiquement pas dans la façon qu'il y a au Asia Art Archive, mais pour la période républicaine, c'est celle sur laquelle présentera Jacqueline, j'ai entendu dire que c'est redevenu pratiquement impossible d'accéder aux revues de cette période. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Okay. Je salue à mon tour donc l'initiative et le travail de Zahia Rahmani et Florence Duchemin-Pelletier sur art et mondialisation, et plus particulièrement l'approche histoire intellectuelle mondialisée qui nous touche particulièrement à Lyon, dans la mesure où se font où l'Institut franco-chinois, qui a été actif de 1921 à 1946, a accueilli près de 500 étudiants chinois et qu'il avait la volonté utopiste de créer un homme nouveau dans un esprit universaliste, donc vraiment de transcender les frontières, de transcender les limites nationales et culturelles. Et c'est vrai que, en ce sens-là, quand j'ai vu le premier passage pour une journée d'études de Florence, je l'ai contacté tout de suite en me disant qu'on ne pouvait qu'intégrer, que collaborer dans la limite de nos moyens à ce projet. Voilà, donc vraiment un grand merci. Oui, et ça n'est que le début, je pense. Voilà, alors ce fonds, donc du coup, ces étudiants chinois qui se trouvaient à Lyon pendant 25 ans, ont fait venir des revues, des livres, ont laissé des archives, et ce fonds a été sauvé par un bibliothécaire remarquable que je tiens à nommer aujourd'hui, Jean-Louis Bouly, qui a récupéré tout ce fonds dans une cave et a permis de faire en sorte qu'il soit... Alors, il l'a catalogué, il l'a mis en ligne, c'est ce que vous voyez en partie dans l'exposition que Florence a repris et retravaillé. Voilà, et il l'a fait aussi avec Valentina De Monte, une autre bibliothécaire remarquable, qui a permis de contribuer à la sauvegarde de ces archives et de ce fonds. Et par ailleurs, ce travail, ce travail, on peut dire, cette recherche s'inscrit aussi dans le cadre, je pense,
des recherches que nous menons dans notre institut d'études transtextuelles et transculturelles, où nous avons aussi cette volonté de travailler de façon transdisciplinaire et transversale avec de nombreux spécialistes issus néanmoins essentiellement du domaine des langues, donc des hispanistes, des germanistes, des japonologues, des sinologues. Voilà, mais et Francesca en fait partie aussi, mais voilà, avec néanmoins une faiblesse par rapport à cette approche. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça permet de complémenter le travail que nous faisons par ailleurs. Et voilà. Donc pour avancer, parce qu'on est déjà en retard, la revue dont je vais parler fait partie de ce fonds. Et j'ai pu, grâce à ce fonds, travailler sur des originaux. Elle a été rééditée en 1985. Alors Francesca a souligné les problèmes qu'il y a eu. Effectivement, c'est une revue qui, pendant une quarantaine d'années, une revue et ses collaborateurs, a été complètement effacée de l'histoire chinoise. Apparemment, ça recommence. Bon, on sait que les aléas de la politique en Chine sont... Voilà, ça fait partie de notre quotidien finalement. Mais en tous les cas, on a la chance d'avoir ce fonds consultable à Lyon. Et donc moi, j'avais fait il y a longtemps une thèse à une époque, et alors vraiment en m'intéressant à la revue en tant qu'objet. Je l'ai dépouillée entièrement. Elle a été publiée sur 5 ans, à environ 700 articles. J'en ai fait un répertoire méthodique qui reprend tous les articles en fonction de leur domaine, littérature chinoise, littérature étrangère, liberté de pensée, d'expression. C'est un travail qui était... Et à une époque où il n'existait pas de travaux de ce type, ou très très peu, il y avait un travail sur une thèse japonaise. C'est un travail qui est essentiellement descriptif, je dirais, et qui méritait d'être repris. Alors, il est néanmoins publié. C'est un éditeur allemand qui s'est sacrifié. Ça s'appelle Poésie et liberté dans la Chine républicaine, la revue Sinué. Oui. C'est un peu comme Lotte Arndt, son ouvrage a été publié par un éditeur allemand. Oui, alors les sinisants en France, il est très difficile de trouver un éditeur pour, y compris les thèses sinologiques. En revanche, on a la chance d'avoir 2 éditeurs en Allemagne qui nous publient, donc Arasowitz et Projekt Verlag, pour ceux que ça peut intéresser. Et ils publient en français. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre travail en anglais ou en allemand, afin de le faire traduire. Voilà, donc cette revue, j'ai voulu reprendre le travail que j'avais fait en m'intéressant à son aspect occidentaliste pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a souvent été présentée comme une revue occidentaliste, ce qui pose question. Et je m'y suis intéressée plus particulièrement dans la lignée de la réflexion menée par Chen Xiaomei, une chercheuse sino-américaine qui a écrit un ouvrage dans les années 90 qui s'appelle « Occidentalism, a Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China ». Elle se réfère dans cet ouvrage à l'orientalisme d'Edward Said et a analysé un certain nombre de manifestations occidentalistes, essentiellement dans le domaine du théâtre et la période post-maoïste, afin de déterminer quel discours réel se cache derrière le discours occidentaliste. Et elle montre très bien d'ailleurs dans cet ouvrage que ce discours, selon qu'il est utilisé de façon officielle ou pas, va servir à contrôler la population et être un outil d'oppression, ou au contraire aider à lutter contre une oppression idéologique et être l'outil d'une libération. Cela se retrouve également pour la période républicaine.
Alors, le groupe qui s'est constitué, qui s'est formé autour de la revue et comptera jusqu'à 130 collaborateurs, né au tout début des années 20 autour d'une activité fédératrice par nature, le théâtre. C'est un art qui alors suscite particulièrement l'interrogation en Chine du fait de l'écart existant entre les pratiques dramatiques traditionnelles chinoises, donc on pense à l'opéra de Pékin essentiellement, et la pratique occidentale du théâtre parlé qui est alors introduite en même temps que le répertoire occidental, notamment Shakespeare, Ibsen. Le théâtre est donc une pratique qui mobilise artistes, intellectuels et écrivains de toutes origines et concentre les questionnements alors à l'œuvre dans le monde chinois, notamment pour ce qui est des conceptions esthétiques. Et on va avoir tout un débat sur le réalisme perçu, désigné comme occidental, notamment au sein de la revue, versus un idéalisme qui serait essentiel et d'origine chinoise. Débat aussi sur les rapports entre Chine et Occident. Les uns réfléchissent à la nature du théâtre, sa mission, les autres à sa forme, à la mise en scène. Voilà. À partir de ce point de départ, qui se matérialise en 1923 par la fondation d'une société qui met en scène une pièce de Tagore. Alors, j'étais un peu surprise de voir qu'il était traduit si tard en français. Non, il est traduit déjà avant. Voilà, parce qu'en Chine, il est traduit dès le début des années 20. Voilà. Et en 24, il fait d'ailleurs un voyage en Chine qui sera l'occasion de mettre en scène matériellement une de ses pièces. On disait que c'est un des premiers grands auteurs mondialisés d'emblée parce qu'il va être publié après son Nobel par. Oui. Voilà. Oui, le seul pendant longtemps. Oui, il est vraiment un modèle en Chine pour cette période. Voilà, donc le groupe se cherche au travers de différentes publications consacrées au théâtre, à la poésie et à la politique. Donc au fil du temps, ces intellectuels et artistes ont partagé des expériences et se sont trouvés des intérêts communs. Alors ils ont, dans leur grande majorité, été formés à Pékin ou l'université de Pékin, Beida, ou l'Institut Tsinghua, et ont fait des études au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Alors, ce qui est un petit peu particulier, les signale par rapport aux autres groupes littéraires, notamment de l'époque, puisque, en règle générale, les étudiants chinois partaient plutôt au Japon, ce qui était le Japon étant à cette époque plus accessible financièrement. Et il manifeste donc un intérêt partagé pour la littérature et la pensée anglo-saxonne. Par ailleurs, le contexte politique chaotique sur cette période leur permet de mettre à jour un certain nombre de valeurs qui vont à la fois structurer le groupe, lui donner une cohésion à partir de références communes et le faire apparaître en tant que groupe aux yeux de leurs contemporains. Lorsqu'en 1927, le projet de la revue naît, il apparaît donc comme l'aboutissement de pratiques multiples, notamment éditoriales, et d'une réflexion esthétique et intellectuelle. Il passe par une première phase concrète, la création d'une maison d'édition éponyme, alors participative. Elle est fondée grâce à des actions que prennent chacun des collaborateurs. Donc une maison d'édition qui est, elle, lancée presque un an avant le lancement effectif, qui est créée presque un an avant le lancement effectif de la revue. Et ce préalable va permettre de préparer l'arrivée de la revue dans le champ littéraire de l'époque. La maison d'édition, qui publiera au total une centaine d'ouvrages, se lance dès sa fondation dans la publication d'ouvrages écrits par ceux qui seront les principaux collaborateurs de la revue et parmi lesquels on compte des intellectuels comme Roucheux, majeur pour la période, ou des poètes comme Su Zhemo ou Wen Yizhuo. En interne, néanmoins, les personnalités s'affrontent sur l'orientation à donner à la revue, plutôt culturelle et artistique pour certains, plutôt tribune politique pour d'autres. Ils parviennent finalement
Alors, je vous montre que la revue s'est voulue extrêmement sobre et elle détonne en ce sens par rapport aux autres revues de l'époque. Néanmoins, la sobriété ne veut pas dire uniformité. Donc, ils parviennent à un texte exprimant les positions du groupe, un manifeste voilà, plutôt provocateur. Donc là, je vous ai mis les deux, le chinois et le français, mais vous l'avez par ailleurs hein, dans l'exposition. Bon, la traduction, j'aurais pu peut-être un petit peu la revoir, elle est ancienne, mais bon, elle est littérale au moins. Voilà, un manifeste provocateur qui les situe toujours essentiellement par rapport aux autres. Le texte se structure en effet autour d'une critique du monde intellectuel chinois de l'époque et fait un ensemble de propositions visant à permettre à la création littéraire et artistique de s'épanouir. Une mission que s'attribue la revue Xinyu. Pour illustrer sa volonté de placer la création littéraire et artistique au premier plan, lorsqu'elle est lancée, la revue se présente comme essentiellement littéraire. Mais hormis ce champ d'activité et la critique des idéologies adverses, les éléments fédérateurs de ce premier texte sont très vastes. La revue se présente comme le reflet de liens intellectuels qui se développent en toute liberté sans référence à une charte contraignante et qui relèvent d'idéaux communs, mais surtout pas d'une idéologie. Les idéologies adverses sont-elles clairement désignées et curieusement, parmi ces 13 écoles que vous voyez là, 3 sont considérées seulement comme autochtones, les autres étant censées venir de l'étranger. Cette première présentation hein, des relations Chine-étranger interpelle évidemment, indépendamment de la réalité de cette partition, on constate que ce qui est à rejeter est donc étranger. Et le parcours des collaborateurs de la revue, leur imprégnation de la culture occidentale et les références qu'ils y font régulièrement mettent en doute cette affirmation. Alors, il faut du coup replacer le texte dans le contexte de l'époque. La Chine subit des tentatives de colonisation de son territoire de la part des puissances occidentales et du Japon, et elle a perdu le contrôle sur une partie de ce territoire. En mai 1925, des policiers britanniques ont ouvert le feu sur une manifestation d'ouvriers chinois, faisant de nombreux morts et blessés. Et ce fait a agi comme un électrochoc sur les intellectuels et artistes chinois. Ceux qui ne s'étaient pas positionnés sur le plan politique n'ont plus eu le choix et vont se tourner massivement vers le Parti communiste chinois. Le parti nationaliste au pouvoir étant alors incapable de défendre la population et surtout de s'opposer aux étrangers. Et de fait, ce sont essentiellement 2 courants de pensée qui sont visés par la revue, le matérialisme et le romantisme. L'un pour sa vision matérialiste du monde et de l'individu et son doctrinalisme, l'autre pour l'expression exagérée des sentiments qu'il suppose. Alors, il existe en Chine des courants de pensée pouvant se rapprocher du romantisme tel que nous le connaissons ou du matérialisme. Ce qui est désigné ici relève donc plus de la désignation d'un autre qui permet, en mettant à distance, d'exprimer le rejet d'une volonté d'oppression plus que le rejet de l'Occident et des mouvements de pensée occidentaux. En même temps, si cet autre est désigné comme occidental et étranger, c'est en raison du contexte politique qui fait de l'autre un ennemi et un oppresseur. Donc ce qui est désigné là, c'est vraiment plus le contexte que les mouvements de pensée en tant que tels. Les idéaux... Les idéaux communs des collaborateurs vont vers la recherche d'une maîtrise de l'expression et des sentiments dans une société en paix. Donc ils refusent massivement tout ce qui est combat violent. Ils le refusent, mais en même temps, ils vont quand même s'impliquer. Je vais un petit peu plus vite. Donc, à partir de ce texte et des orientations qu'il propose, la revue prendra une orientation plutôt littéraire ou plutôt politique en fonction du contexte et de son rédacteur en chef.
Ainsi, au moment où la question des droits de l'homme se pose dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution chinoise et des abus commis par le gouvernement envers les communistes notamment, la revue se fera l'une des principales tribunes sur la question, au point qu'elle sera saisie et que son rédacteur en chef du moment sera placé en garde à vue. Donc, tout en se revendiquant à la base comme une revue culturelle, Sinuhe montre aussi un engagement politique fort, ce qui n'a rien de très original à l'époque, mais l'est néanmoins par la réflexion qu'elle propose et les prises de position de ses membres, qui les feront apparaître un temps comme la troisième force politique du pays, car ils ne sont ni affiliés au Parti communiste chinois, ni du côté du Parti nationaliste au pouvoir. Mais l'objet premier de ce travail étant ce qui relève de l'occidentalisme, dans la revue, je me suis intéressée donc un petit peu aux manifestations de cet occidentalisme. Et il me semble, alors ces manifestations sont diverses, parfois contradictoires, et au moins 3 niveaux de lecture sont possibles et doivent être pris en compte. Au niveau des images, au niveau de ce qui apparaît au travers des titres des articles, par exemple, et au niveau du texte lui-même, de ce qui est dit ou non dit dans le texte. Les images qui apparaissent de façon régulière jusqu'au numéro 2 du 2e volume, il y a 4 volumes au total, puis sont complètement absentes, sont en petit nombre, en général 4 par numéro. Il s'agit de portraits, de sculptures ou de décors de théâtre occidentaux ou dont le sujet est d'inspiration occidentale, mais dont l'auteur est parfois chinois. Ces illustrations viennent en général, donc là on reconnaît Ibsen d'un côté, une mise en scène de Gordon Gregg de la pièce Rosmersholm, toujours de Ibsen. Avant, on avait Thomas Hardy, Léonard de Vinci. Donc ces illustrations viennent en support à un texte présent dans la revue. Thomas Hardy est représenté par Xu Beirong, donc un grand peintre chinois, dans le numéro 1 qui lui consacre plusieurs textes à Hardy. Ibsen apparaît dans le numéro 3 qui célèbre le centenaire de sa naissance. On constate que les portraits, si ils ont des sujets occidentaux, notamment Ibsen, Hardy, on aura aussi Rossetti pour le mouvement pré-raphaélite, on constate que ces portraits sont réalisés par des peintres chinois, Xu Beirong et Liu Raisu essentiellement. Quelques tableaux chinois, essentiellement le fait de Xu Beirong, qui revient à plusieurs reprises, sont là pour eux-mêmes, donc c'est le cas de celui-ci, et ne servent pas à l'illustration d'un texte. Alors, on note néanmoins que ces tableaux de Xu Beirong présents dans la revue sont clairement d'inspiration occidentale, ce qui correspond à une période... Pardon ? 28, c'était... Oui, 28. Le premier portrait, c'était 28, cela. C'est toujours le volume 1, c'est toujours 1928. Ouais. Ouais. Mais il y en a qui sont proches du modèle, la nouvelle objectivité, enfin, allemand. Ouais. Mais ils sont faits avant, je pense, même s'ils sont publiés dans ce numéro, ils sont faits avant. Parce que alors, les portraits de Ibsen Hardy sont datés, 1928. Les peintures, ouais. Il y en a qui sont faits en France, il était en France avant ça. Ouais. Possible, ça, on le reverra. Voilà, ce qui correspond à une période de sa création. Alors, les données sont trop limitées. Là, on a Dante Gabriel Rossetti peint à 2 périodes de sa vie. Les données sont trop limitées pour que l'on puisse généraliser, mais il semble que le statut de ces illustrations donne néanmoins une indication. Les œuvres artistiques chinoises sont présentées en tant qu'œuvres artistiques, là où les œuvres d'inspiration occidentale ou occidentale sont présentées en tant qu'illustrations. Dans le même temps, on remarque qu'au travers du travail des portraitristes,
c'est la vision d'un peintre chinois qui est proposée dans un mouvement d'appropriation du sujet, de la thématique, voilà, qui serait à développer également. Au niveau du contenu de la revue, sur le plan de la réception des... Alors, je me suis intéressée aux littératures, des littératures étrangères. On note que la revue... Oui, on va s'intéresser au titre des articles. Donc la place consacrée aux littératures étrangères diminue progressivement. On passe de 42% de l'ensemble de la revue à 25% à la fin. Ce désinvestissement pour les littératures étrangères se fait en parallèle avec l'implication des collaborateurs de la revue dans le domaine sociopolitique. Ceci tendrait à prouver que les littératures étrangères ont servi dans la revue Xinhue, comme dans le monde littéraire chinois en général, depuis le début du siècle, de terreau, de point de référence extérieur, à partir duquel s'est développée une réflexion, et qu'au fil du temps, la réflexion s'est recentrée sur le monde littéraire chinois. Dans le domaine chinois, les créations poétiques, romanesques, dramatiques constituent la base de la revue. Les textes critiques et les essais sont en effet relativement peu nombreux et ils sont pour plus de la moitié consacrés à la littérature chinoise ancienne, notamment la poésie. On note donc d'une part l'ancrage dans la tradition, et d'autre part la place faite à la création dans un mouvement de continuité qui correspond à une volonté des collaborateurs de la revue. Alors, néanmoins, il faut quand même que je dise en 2 phrases que la contribution qui a le plus attiré l'attention sur la scène littéraire chinoise de l'époque est celle de Liang Shiqiu, qui a engagé de nombreuses polémiques sur la littérature révolutionnaire ou sur la traduction. Polémiques qui ont animé ce monde littéraire de la fin des années 20 et du début des années 30. Alors, pour revenir à notre fil directeur et au 3e niveau de lecture, il apparaît que les articles traitant de mouvements littéraires ou artistiques occidentaux font régulièrement référence à des mouvements ou artistes chinois. Ainsi, lorsque Wenyi Duo aborde le pré-raphaélisme, il le fait en se référant au peintre, calligraphe et poète des Tang, Wang Wei. Les sonnets portugais d'Elisabeth Browning sont rapprochés par Sujemo des poèmes réguliers toujours des Tang, les Luches. Quant au poète William Blake, présenté par Xing Pengju, il est en Chine souvent comparé au poète des Tang, Li He, pour son imagination fantasque. On trouve encore de très nombreux autres poètes, essentiellement du 19e, début du 20e anglais. Ainsi, on va par exemple avoir, alors là, pour une référence différente, Wilfred Gibson, qui est évoqué par Liang Yuchun pour sa poésie populaire, qui s'attache donc à décrire la condition ouvrière dans une langue proche de la langue parlée. Et Gibson va rappeler du coup la réforme de la langue littéraire en cours en Chine depuis une dizaine d'années. Alors, si ces parallèles ou références ne sont pas systématiques et méritent un approfondissement individuel parce qu'ils n'ont pas la même signification chez chacun des collaborateurs, ils montrent néanmoins une préoccupation pour un ancrage dans la tradition chinoise, encore une fois. La dynastie des Tang est considérée comme l'âge d'or de la poésie chinoise. Et si la désignation de l'étranger comme porteur de tendance à éviter est claire, les textes montrent aussi, au travers d'un travail de réflexion sur les traditions littéraires et artistiques occidentales, une perception de cet Occident autre comme relevant d'une tradition littéraire et artistique tout simplement, avant que d'être d'une culture particulière, nationale ou régionale. En effet, au-delà des considérations factuelles, ce sont en général l'approche esthétique et l'attitude de l'écrivain, sa position dans la société, dans le monde, sa relation d'artiste au monde qui sont analysées,
au travers d'artistes marginaux se cherchant dans une société avec laquelle ils se sentent en décalage. Et la tradition, dans ce contexte, apparaît comme une référence, qu'elle soit chinoise ou étrangère. Pour conclure, il me semble donc que l'on trouve dans la revue Sinué deux dynamiques distinctes qui se superposent par rapport à l'Occident et à l'autre. D'une part, cet autre est rejeté en tant que représentant d'une oppression subie par la Chine, en référence au contexte politique, mais cet autre désigne autant l'étranger que des mouvements de pensée chinois associés en Chine à l'importation d'idées nouvelles. Il s'agit là d'une dynamique qui s'inscrit dans une réalité matérielle et apparaît comme une réaction à cette réalité. D'autre part, l'autre permet une confrontation positive et productive et inscrit au contraire la création dans un espace indépendant des frontières de langue et de culture. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Non, on va prendre quand même 10 minutes. Ok, voilà. On va demander ceux qui sont dans la salle. J'aimerais remercier nos deux intervenantes et Francesca, et j'aimerais remercier aussi publiquement Jacqueline Estran et Jean-Louis Bouilly qui m'ont accueilli à la Bibliothèque municipale de Lyon pour voir ces collections dont vous avez parlé et dont vous pouvez voir quelques exemples dans l'exposition. Également, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parmi nous parce qu'il était déjà pris, François Guimau de l'Institut d'Asie orientale, qui m'a montré des collections vietnamiennes merveilleuses dont j'ai pu parler un petit peu avec Trong Dai Vo, dont je lui reparlerai. Puisque c'est vraiment dommage, puisque il y a par exemple Xiai Pham qui se trouve à l'Institut d'Asie orientale et donc il y a les couvertures couleurs qui sont vraiment merveilleuses. Et donc j'aurais une question concernant la langue pour chacune des intervenantes. Donc pour Jacqueline, j'aurais simplement voulu savoir si vous pouviez nous parler un peu plus de la réforme de la langue et de son rôle dans les revues. Et pour Trong Dai Vo, je peux le faire en français ou je switch in English? I'm switching to English. Trong Dai Vo, maybe this is an obvious question, but I'm wondering about the Quoc-New. I don't know how to pronounce it, but the alphabet, the Latin transcription of the alphabet. I know this is a question since the end of the 19th century in Vietnam, but I'm just wondering if still in the 50s and 60s, it is a question for the authors in these magazines, especially because you mentioned the relation to the European movements of avant-garde. So does it go without saying, using the Latin transcription, or is it still a question, maybe a political question? I'm sorry, you mean in terms of the language, the written language in Vietnamese? Yeah, the written language. Oh, okay. Well, by the 20th century, well, before that you had Nom, which was a phonetic transcription of Chinese to correspond with the sound of words in Vietnamese. Right? But that is pretty much lost by the 20th century because when the French colonized Vietnam, they get rid of the Confucian Mandarin educational system, which was based on Nom, and institute the Romanized language. And so with this generation of intellectuals, they grew up reading in the Romanized language. And a lot of them, you know, not only were they educated in the French academic art movement, but they were also very well versed with say, like French Romanticism, very much influenced by the tradition of the European novel. Of course, at the same time, a lot of them were also educated in Japan and China, and so you have the confluence of those dominant cultures within Vietnam, but it becomes indigenized. And so the poetry that you read in these journals is a mix of all those influences, but also is particular to Vietnam itself. Yeah. So. Oui,
Sur la réforme de la langue littéraire, donc en Chine, dans les années 10, on utilisait le Wenyan, la langue chinoise classique, qui se rapproche de la langue chinoise des philosophes, des penseurs d'il y a 2500 ans, de Confucius, Mengzi et compagnie. Avec néanmoins des évolutions. En tous les cas, c'était la langue de référence, la langue de l'écrit. Et vers la fin du XIXe siècle, des écrivains ont commencé à se révolter comme cela, ont voulu lancer la révolution du monde poétique et de la langue poétique pour écrire dans une langue qui soit plus proche de la langue parlée. Et cette réforme va se mettre en place vraiment à partir de 1916 et on va donc avoir sur cette période, en 1928, on est encore dans les expérimentations, mais on est déjà dans une langue qu'on appelle le païrois, la langue vernaculaire, voilà, même si ça n'est pas encore ça n'est pas de la langue parlée. Et produire une langue littéraire nouvelle en s'éloignant des clichés de la langue classique, c'est complexe. Et on trouve aussi dans les textes de cette période de nombreuses influences étrangères, parce qu'il n'y avait à l'époque pas de grammaire en Chine, donc les premières grammaires chinoises se sont constituées sur la base des grammaires occidentales. Il n'y avait pas de ponctuation, donc voilà, c'était le rythme du texte qui permettait de savoir où on s'arrête, puis bon, de temps en temps des caractères qui marquaient la fin d'une phrase. Mais voilà, c'est donc un travail d'envergure. Les textes chinois de cette époque paraissent aux Chinois d'aujourd'hui des textes bizarres, un petit peu étrangers, hybrides, parce qu'ils sont. Il porte la marque d'influences diverses, un petit peu du japonais, un petit peu de l'anglais, dans la structure de la langue. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si on avait décidé de passer du latin au français à la fin du 19e ou au début du 20e. Voilà. Il y a un phénomène similaire qui pose des problèmes, c'est l'ottoman devenu turc, et qui vraiment a affecté tous les pays qui avaient été sous influence ottomane et surtout la région kurde, qui pratiquaient une littérature, qui abriquait aussi du vernaculaire. Ouais. Donc, du coup, on n'arrive plus maintenant à lire les textes kurdes de l'époque ou dans le même temps, 24 et au-dessus. D'autres questions? Oui, merci beaucoup pour ces présentations extrêmement riches. J'avais une question pour Jacqueline Estran concernant donc la revue Xinhui. Et en même temps, j'espère que je ne pose pas une question idiote. J'ai vu votre livre circuler dans lequel on trouverait sans doute pas mal de réponses. Donc, c'est par parfaite curiosité que je vous pose ces questions-là. Vous nous avez montré quelques textes manifestes de la revue qui s'opposent à des déviances à la fois morales et physiologiques aussi. Est-ce qu'il y a un discours très prescriptif aussi sur la façon de vivre? Parce qu'on imagine qu'il y a donc à la fois une opposition à des maux qui viennent de l'extérieur, des commerces illicites de drogue, la prostitution, etc. Mais on voit aussi les mignons. Est-ce que c'est une condamnation de l'homosexualité, par exemple? De quel type, finalement, de discours, enfin, la revue se fait-elle, finalement, le véhicule par la suite, ou est-ce que c'est vraiment juste à un moment donné de l'histoire de la revue que se situent ces problématiques-là? Et ma deuxième question, c'était par rapport à Xu Beihong, ou Xu Beihong, qui visiblement sert un peu de médiateur aussi au sein de la revue. Il a été formé en France, entre autres aussi, par Damien Bouvray. Mais pourtant, l'art français semble absent et c'est plutôt d'autres écoles qui apparaissent. Est-ce qu'il joue un rôle de médiateur privilégié ou est-ce que ce sont d'autres acteurs qui interviennent? Comment se situent en fait ces lieux de passage incarnés par des artistes qui ont eux-mêmes été extrêmement mobiles dans leur carrière?
Alors, pour cette question-là, c'est Francesca qui répondra parce que c'est plus son domaine. Subeiron, en fait, était ami avec Suchemo et ils ont lancé une revue artistique à un moment en parallèle à Sinué. Et c'est à ce titre-là qu'il publie des tableaux dans la revue. Il y en a très peu. Sur la première question, alors les Mignons, ça n'est pas, c'est désigné comme autochtone. L'homosexualité a une très longue histoire en Chine. Voilà, elle était acceptée jusqu'au XXe siècle, on va dire. Il ne s'agit pas vraiment d'une condamnation. Et alors le contexte, c'est compliqué parce qu'on a de nombreuses théories occidentales et notamment l'eugénisme qui sont alors introduits en Chine. Et les Chinois se retrouvent entre le tout début du XXe siècle et les années 20 à assimiler toutes ces théories occidentales. Ils essaient de faire le tri. Et c'est un petit peu par rapport à cela que l'auteur du manifeste réagit. Il dit attention, et c'est ce qu'il dit plus loin dans le texte, attention à toutes ces idées qui arrivent, il faut faire un tri et il faut se positionner et ne pas tout accepter de ce qui arrive, sachant que par ailleurs, ce que je voulais montrer, c'est que ces courants sont désignés comme étrangers, mais en même temps, on dit aussi, au moins en Chine, ça manque peut-être un petit peu de modestie, mais que tous les courants de pensée étaient présents à l'époque des Saintes Écoles, il y a 2500 ans. Donc voilà, c'est peut-être sûrement pas l'eugénisme, mais il faut savoir que toutes ces théories, Freud est traduit à l'époque aussi, toutes ces théories arrivent en même temps, et c'est vrai que les Chinois ont à faire le tri, là-dedans. Donc il faut plus le voir comme cela. Lors d'un colloque qui a eu lieu ici il y a 5-6 ans sur les transferts entre Chine, Japon et Russie, on avait été très surpris de voir à cette période la puissance des relations entre le Japon et la Chine, et en même temps le Japon qui, lui, de ce côté-là, regardait du côté de l'Allemagne. Enfin, il y avait un cercle Russie-Chine, Chine-Japon. Voilà. Étonnamment, c'est un binôme qui opérait. Vous parliez des écrivains chinois, mais qui traduisaient aussi des textes de japonais et vice-versa. Oui, il y avait le japonais a servi de langue de médiation. Comme les étudiants chinois parlaient essentiellement, partaient essentiellement étudier au Japon, ils parlaient japonais et du coup ils traduisaient des œuvres occidentales à partir du japonais. Alors justement, Sinué s'est singularisé par rapport à cela parce que eux maîtrisaient l'anglais bien et traduisaient directement à partir de l'anglais. Et parmi les contributeurs de la revue, il y a notamment Liang Sheqiu qui a traduit l'intégrale de Shakespeare, de l'œuvre dramatique de Shakespeare en chinois. Il a commencé là, il a fini en 67. Mais c'est une référence, aujourd'hui encore pour ce qui est de Nous avons reçu ici un très grand traducteur russe qui traduisait du français en chinois. Et que c'était une vieille tradition de l'université russe. Voilà ce qu'on avait. Moi, je suis incroyablement stupéfait de voir ça, mais c'était des Russes qui traduisaient du français pour la langue chinoise. C'était peut-être dans les années 50. C'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui a dû être formé dans les années 50. Il y a beaucoup des gens qui sont étudiés, d'une génération avant la nôtre, qui est en Chine. Qui sont peut-être dans les 70 maintenant, qui connaît les Russes parce que c'était la langue, pour une certaine période d'année, c'était la langue étrangère privilégiée pour les Chinois. Surtout juste en 1956, non? Jusqu'à Khrouchtchev, un petit peu après. Ouais. Et tu dois répondre sur Subeiron, si tu veux bien. Je n'ai pas vraiment bien, parce que j'étais en train de suivre. La question, c'est sur la position de Subeiron dans cette revue ou... Bon, moi, j'ai l'opinion personnelle sur Subeiron, c'est un des plus grands... comment on dit, manipulateurs et aussi
comment on dit, opportuniste de cette période du point de vue artistique, parce qu'il est partout, même s'il est un grand champion du réalisme, justement, ça m'intéressait d'entendre de lire ce que tu as proposé aujourd'hui, parce que ce problème entre ce qu'on appelle entre réalisme et idéalisme, c'est le même qui se pose dans les milieux artistiques entre réalisme et modernisme, mais qui dans le cas de cette discussion, c'est plutôt une adoption des sources plus proches de la tradition chinoise dans la proposition d'une nouvelle modernité artistique. Et les grands supporters de cette position, c'était Lin Femien, qui aussi s'est formé en France. Mais donc, M. Bérou, c'est toujours celui qui les grands défenseurs de la voie réaliste. Ils ont vraiment des débats et des grandes polémiques qui sont aussi publiés dans des magazines sur celle qui serait, qui devrait devenir les styles ou quand même les chemins pour une modernisation artistique. Mais en même temps, il est très très bien connecté avec tous les pouvoirs, et donc j'étais très étonnée, je ne savais pas, déjà je ne connaissais pas les portraits qui sont clairement faits pour la revue, je ne sais même pas s'ils sont conservés encore ou pas, probablement oui, parce que lui il a toute sa fondation, etc. Mais c'est intéressant comme dans une revue comme celle dont que tu as présentée, il y a des images, parce que ça correspond dans ma lecture plutôt à une des deux tendances dont tu parles. C'est-à-dire, et si tu me dis qu'après les premiers numéros, il n'y a plus de revues, il n'y a plus d'images. C'est à partir du numéro 2 du volume 2, il n'y a plus d'images. Oui, et c'est intéressant ce qui reste, c'est seulement la visualisation artistique d'une des tendances dont tu parles. Il n'y a pas celle de l'autre, c'est qui correspondrait à celle que tu appelles idéalisme, n'est pas présent. Non, mais parce que l'idéalisme était discuté dans le domaine dramatique essentiellement. Ok. Oui, mais c'est quand même, si on voulait trouver comment dire, une correspondance pour les deux, on aurait peut-être dû inclure des images de l'autre tendance, celle qui est soutenue par l'infirmière, etc. etc. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il il est vraiment comme... La question de portrait, c'est que seulement les artistes qui avaient étudié le réalisme académique pouvaient faire des portraits. Les artistes chinois n'ont pas la capacité de faire des portraits dans la tradition picturale chinoise. Peut-être si on a du retard. Ouais, voilà. Je vous remercie beaucoup. Et pour ne pas faire de coupure, le café, si les gens veulent... Mais on va tout de suite passer, si Daniel veut bien, et Marie, à la dernière table de la matinée. On va basculer du côté, en fait, de l'Amérique du Sud. Et je vous remercie. Merci beaucoup.